Alors, je vous remercie tous de votre présence ce soir pour échanger sur la rénovation énergétique des copropriétés, donc les étapes et les aides financières mobilisables pour les projets de rénovation. Donc au programme, nous aurons nos conseillers copropriétés qui seront tous les deux présents. Donc Pierre Copal, qui est conseiller à l'Agence locale de l'énergie et du climat depuis 1 an et demi, et Amisek Diong, pardon, qui vient de nous rejoindre, et moi-même, donc, qui suis responsable du pôle habitat. Nous passerons en revue ce soir les étapes et les acteurs d'un projet de rénovation. Et puis, nous entrerons un peu plus dans le détail sur le déroulement de chacune des étapes et des aides mobilisables à chacune de ces étapes. Et ensuite, on fera un focus vraiment sur les projets de rénovation globale et sur l'accompagnement de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Agence locale de l'énergie et du climat? Donc, c'est une association de loi 1901 qui a été créée en 2008 par GPSO de façon à l'accompagner dans la mise en œuvre de ces politiques locales en faveur de la lutte contre le changement climatique. Donc, dans ce cadre-là, nous intervenons auprès du grand public, notamment pour informer, conseiller, accompagner les habitants et en particulier les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc, les conseillers Seine-Ouest Rénov de l'ALEC interviennent auprès des copropriétés pour donner des conseils de manière neutre, indépendante et complètement gratuite dans le cadre du service public de la rénovation énergétique qui s'appelle France Rénov, que vous connaissez peut-être. Ils interviennent également dans la préinstruction de certaines aides, notamment de la métropole du Grand Paris, pour la réalisation d'études dans le cadre de projets de rénovation énergétique globale. Pour cela, on s'appuie sur un outil qui s'appelle le Coach CoPro. Le Coach CoPro, en fait, c'est une plateforme web sur laquelle on va pouvoir trouver de nombreuses informations, des outils, de la documentation, également un annuaire de professionnels qui interviennent en copropriété, et aussi des fiches de site où on va pouvoir retrouver des retours d'expérience de copropriétés rénovées. Donc aujourd'hui, on a une petite quinzaine de fiches de sites sur le territoire de GPSO et beaucoup plus sur le territoire de la métropole du Grand Paris plus largement. Je pense qu'on a à peu près une centaine de retours d'expérience. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le Coach CoPro. Toutes ces ressources sont disponibles librement. Et le Coach CoPro permet aussi de créer un compte pour pouvoir suivre les projets de chacune des copropriétés de manière personnalisée. Vous pouvez aussi participer à des animations comme celle que l'on propose ce soir. Donc, l'ALEC propose un programme d'animation semestriel où on va pouvoir assister à des conférences, à des rencontres entre copropriétaires, à des visites de copropriétés en cours de rénovation ou déjà rénovées. On propose aussi des balades thermographiques. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver sur le site de l'ALEC, dont on vous a mis le lien sur la présentation. Donc, pour rappel, cette présentation vous sera envoyée à l'issue de la réunion, enfin, dans quelques jours. Voilà. Donc, pour vous accompagner, une seule porte d'entrée finalement. Donc, c'est le guichet unique Seine-Ouest Rénov qui a été inauguré par GPSO début 2021. Donc, quelle que soit la thématique de la demande, que ce soit en maison individuelle, en copropriété ou que ce soit sur la lutte contre l'habitat indigne, l'adaptation du logement au handicap, à la vieillesse ou la rénovation énergétique, tout le monde est amené à déposer sa demande par le biais de ce guichet unique, donc soit en ligne par le biais d'un formulaire de contact, soit en appelant le numéro vert de GPSO.
Et une fois que ce formulaire de contact est rempli, vous allez être automatiquement réorienté vers une possibilité de prise de rendez-vous en ligne avec un conseiller adapté à la nature de votre demande. Donc, si vous avez des questions ou un projet de rénovation, n'hésitez pas à nous contacter par ce biais-là. Et je vais passer la parole à Pierre pour entrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Merci Sandrine pour cette introduction. Du coup, aujourd'hui, on va parler rénovation énergétique des copropriétés et plus spécifiquement rénovation énergétique globale. C'est cette partie-là de la rénovation énergétique qui va nous intéresser. Une rénovation énergétique globale, juste pour revenir sur ce que c'est un ensemble de travaux qui sont réalisés en même temps dans le but de gagner du temps et de l'argent, d'avoir un programme de travaux qui est cohérent et aussi et surtout de bénéficier des aides fléchées vers la rénovation globale, vers lesquelles on va revenir. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une rénovation globale, ça se pense en copropriété généralement sur au moins 3 ans qui correspondent à 3 assemblées générales. Une première pour voter la phase audit, une deuxième pour voter la phase de conception et une troisième pour voter les travaux. Donc on va revenir sur chacune de ces étapes et les aides et l'accompagnement associés. Mais avant ça, un premier point sur les acteurs et leurs interactions au cours d'un projet de rénovation en copropriété. Le premier et principal acteur, c'est ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, c'est vous. C'est l'ensemble des copropriétaires représentés par le conseil syndical et assistés par le syndic. Donc on parle de maîtrise d'ouvrage composite parce que ce n'est pas une maîtrise d'ouvrage unique et a priori non qualifiée dans les projets de rénovation énergétique. Donc c'est pour ça que les projets de rénovation énergétique en copropriété présentent des défis importants du fait de cette maîtrise d'ouvrage composite. La maîtrise d'ouvrage, donc vous, elle n'est pas seule, elle est accompagnée déjà par nous, qui sommes tiers de confiance tout le long du projet, de manière neutre, gratuite et indépendante, comme l'a expliqué Sandrine. Et le maître d'ouvrage va missionner d'abord un maître d'œuvre qui est généralement un architecte ou un bureau d'études spécialisé pour l'aider à élaborer son projet de rénovation énergétique. Le maître d'œuvre pilote ensuite les entreprises de travaux et d'artisans. Donc, dans un projet de rénovation globale avec maîtrise d'œuvre, vous, copropriétaire, maître d'ouvrage, n'êtes pas directement en contact avec les entreprises de travaux. À côté de ça, le maître d'œuvre missionne aussi l'assistant à maîtrise d'ouvrage. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est un interlocuteur financier plutôt qui va faire le plan de financement en phase conception et monter les dossiers d'aide en phase de travaux. Et donc cet interlocuteur financier, il est indispensable dans les projets de rénovation globale en copropriété. Parfois, ça peut être la même entreprise que le maître d'œuvre. La plupart du temps, c'est deux interlocuteurs différents, mais qui, bien sûr, vont travailler ensemble. Voilà pour les acteurs. Pour reprendre la petite frise de tout à l'heure, qui intervient quand dans le projet de rénovation énergétique. Donc, nous, on peut intervenir dès avant le vote de toute prestation d'audit énergétique. Ensuite, une fois que vous missionnez un audit énergétique, vous faites appel à un bureau d'études qui souvent va être maître d'œuvre et va vous garder pendant la suite du projet. Donc, le bureau d'études, c'est le premier à intervenir. En phase de conception, il y a l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui se rajoute pour faire le plan de financement. Et il va rester ensuite en phase de travaux pour monter les dossiers d'aide. Et en phase de travaux, les entreprises de travaux interviennent une fois que les travaux ont été votés. Voilà. Maintenant qu'on a bien ce phasage en tête, on va pouvoir aller dans le détail de chacune de ces étapes et de leurs aides. Je ferai un point à la fin de chaque étape pour les questions. Donc on commence par l'audit qui souvent va prendre la forme d'un DTG, diagnostic technique global. Alors vous avez peut-être déjà entendu cet acronyme, on va regarder ce que c'est, comment on peut le faire et de quelles aides on peut bénéficier. Alors donc le DTG, déjà qu'est-ce que c'est? C'est un état des lieux complet, architectural et énergétique de la copropriété. Il est réalisé par un bureau d'études avec parfois l'appui d'un architecte, mais pas toujours, même si pour certaines copropriétés, on conseille d'avoir recours à un architecte.
Et le but du DTG, ça va vraiment être de donner des scénarios de travaux pour conserver et surtout améliorer la résidence et notamment améliorer la performance énergétique de la résidence. On va parler de scénarios de rénovation globale. Donc le DTG va permettre d'élaborer plusieurs de ces scénarios pour que la copropriété puisse en choisir un. Chaque scénario est associé à un gain énergétique. La notion de gain énergétique, c'est bien un gain sur un calcul réglementaire. C'est très important de garder en tête que voilà, le gain énergétique est calculé en phase DTG. Ça va être important ensuite pour mobiliser les aides suivantes, le gain énergétique. Donc voilà, le DTG donne des scénarios de travaux et calcule les gains énergétiques correspondants. Le DTG, par contre, ne permet pas de lancer les travaux directement. C'est bien un audit, un état des lieux. Ce n'est pas une étude en vue de faire des travaux tout de suite après. Et surtout pas des gros travaux comme une rénovation globale. Au niveau réglementaire et financier, le DTG, il y a une aide de la métropole du Grand Paris pour financer cette étude. Donc, c'est 5 000 € forfaitaires sur le montant du DTG. Mais il faut vouloir étudier un projet de rénovation globale pour pouvoir mobiliser cette aide. C'est nous qui accompagnons les diagnostics techniques globaux. Et donc, c'est nous qui sommes garants de l'utilisation des fonds publics pour les DTG. Donc, le DTG permet de répondre à certaines obligations réglementaires que les copropriétés ont par ailleurs, qui sont le projet de plan pluriannuel de travaux et le DPE collectif, mais cette aide n'est pas destinée à uniquement mettre les copropriétés en conformité avec la réglementation, mais bien à étudier des projets de rénovation globale. Voilà. Et ensuite, il est encadré par un référentiel qui permet de pouvoir faire des prestations qui sont bien encadrées. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le DTG, c'est un premier audit global qui va être la première pierre d'un projet de rénovation globale. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a déjà des questions? Alors moi, je ne vois pas le chat, Sandrine. Pardon, avec le micro, ça marche mieux. Pour l'instant, on n'a qu'une seule question sur la sélection des professionnels sur l'annuaire du coach copro. Alors, je peux essayer de vous répondre. Donc, c'est essentiellement l'Agence parisienne du climat qui assure cette mission de mobilisation et d'intégration des professionnels sur l'annuaire du coach copro. Pour être référencés, les professionnels en fait doivent signer une charte d'affiliation au coach copro. Et donc dans cette charte, effectivement, il y a les conditions à respecter de la part des affiliés pour pouvoir maintenir leur affiliation, notamment des conditions de respect de la qualité des prestations. Des conditions aussi de communication transparente avec les clients, des conditions de détention d'une assurance en fonction de leur activité, différentes conditions techniques en fonction aussi de la nature de l'activité proposée par les professionnels. Donc, par exemple, pour les syndics de copropriété, avoir suivi une formation sur la rénovation énergétique globale, par exemple, pour les architectes, être inscrit à l'ordre des architectes, etc. Et effectivement, pouvoir fournir un conseil neutre et renvoyer vers la plateforme Coach CoPro. Également, pouvoir accompagner les copropriétés suite à leurs travaux dans la maîtrise d'usage de leurs nouveaux équipements. Voilà, il y a pas mal de points comme ça qui sont vérifiés, validés et effectivement avoir l'agrément, la qualification reconnue garant de l'environnement pour les entreprises de travaux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vérifiées régulièrement par l'Agence parisienne du climat en particulier pour l'affiliation des entreprises sur cet annuaire du coach copro. J'espère avoir répondu à votre question. Et on a une autre question. Qui peut effectuer un DTG? Quelles sont les compétences nécessaires? Et donc, comment choisir le bon bureau d'études? Alors, du point de vue purement réglementaire, la compétence réglementaire, c'est d'avoir un diplôme dans les métiers du bâtiment pour pouvoir effectuer un DTG. Donc, en fait, les bureaux d'études peuvent effectuer un DTG, les architectes peuvent effectuer un DTG aussi.
Il n'y a pas vraiment de compétences précises à avoir, j'ai envie de dire. Et notamment, il n'y a pas besoin forcément d'être maître d'œuvre pour effectuer un DTG. Donc parfois, il y a des bureaux d'études qui ne sont pas maîtres d'œuvre qui se proposent pour effectuer les DTG. Pour choisir les entreprises, bah, c'est pas très original, mais n'hésitez pas à venir vers nous. Nous, on peut vous aider à comparer les devis que vous recevrez pour les DTG. On a l'habitude, on le fait assez bien, assez vite, donc n'hésitez pas. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, on peut avancer. Oui, j'ai une question, bonjour. Bonjour. En gros, donc on est accompagné et par un conseiller Seine-Ouest Rénov et par un conseiller France Rénov, c'est ça? Non, Seine-Ouest Rénov, c'est la déclinaison locale de France Rénov. D'accord, ok. Donc on sait forcément qu'en région parisienne, c'est Seine-Ouest Rénov, le conseiller qu'on doit contacter. Alors, sur GPSO, c'est Seine-Ouest Rénov, effectivement. D'accord. Ok, merci. Oui, moi j'aurais une question. Allez-y. Je voulais savoir, sur un immeuble déjà qui a des doubles vitrages, qui est isolé par l'intérieur, c'est-à-dire à la construction, ça a déjà été isolé, et j'aimerais pouvoir mettre une clim réversible, c'est-à-dire une pompe à chaleur RR. Pour les conseils techniques comme ça, là, c'est pas l'objet de cette conférence ce soir. On va revenir un peu après sur les critères techniques pour la rénovation globale, si vous voulez bien. Ok, très bien. Et Excusez-moi. on a une autre question. Y a-t-il un modèle d'appel d'offres pour effectuer le DTG? Quel est l'écart avec un DPE? Alors, le modèle d'appel d'offres, ça va être le référentiel de la métropole du Grand Paris, qui encadre les DTG et qui est assez complet, même très complet. Donc, faut clairement pas hésiter à se baser là-dessus. L'écart avec un DPE, il va être très important. C'est pas du tout la même prestation. Le DPE, on parle de DPE, diagnostic des performances énergétiques, c'est la note énergétique de l'immeuble. Ça va pas aller chercher de la rénovation globale ensuite. Il n'y a pas de scénario. C'est une prestation qui est moins ambitieuse. Voilà. Okay. Je propose qu'on avance. Et juste pour rappel, ce référentiel DTG, vous pouvez le trouver en ligne sur le Coach CoPro. Sur le Coach CoPro, exactement. Alors, eh bien, on avance. Donc, on passe à la phase conception. Donc, la phase conception, c'est une fois qu'on a validé le DTG, on a choisi un scénario parmi les scénarios de rénovation globale proposés par le DTG, on lance la phase conception. Donc, concrètement, comment elle se compose? Donc, il y a d'abord une première partie de la phase conception qui est la partie maîtrise d'œuvre, qui est la partie technique, où vous allez donc missionner. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Sandrine, tu veux bien couper tous les micros? Ouais, c'est bon. Donc, il y a une première partie maîtrise d'œuvre une première partie technique, donc, pardon, qui est donc l'élaboration du projet définitif du point de vue technique avec les copropriétaires. Donc, il y a un avant-projet définitif, un avant-projet sommaire. C'est aussi à ce moment-là que les autorisations d'urbanisme et c'est le maître d'œuvre qui va consulter les entreprises de travaux en rédigeant un cahier des charges. Donc, c'est vraiment lui qui va vous permettre d'affiner votre projet jusqu'à ce que vous n'ayez plus qu'à voter les travaux pour enclencher les travaux de rénovation globale. Il y a une aide pour cette partie-là qui est de 10 000 € forfaitaire, qui est aussi une aide de la métropole du Grand Paris, donc qui fonctionne comme le DTG. Et toujours pareil, c'est à condition d'étudier la réalisation d'un projet global. À côté de cette partie technique, il y a donc la partie financière qui fonctionne en parallèle. Et donc qui elle va plutôt travailler à partir des résultats de la consultation des entreprises, qui va travailler au plan de financement. C'est-à-dire qu'il y aura une enquête sociale qui va être réalisée dans la copropriété pour savoir qui a le droit à quelle aide individuelle selon les barèmes de l'Agence nationale de l'habitat. Et ça va permettre à l'assistant à maîtrise d'ouvrage d'élaborer un plan de financement très précis qui va permettre à chaque copropriétaire de savoir exactement combien
il va payer. Sachant que ce plan de financement peut aussi intégrer les prêts à taux zéro qui sont particulièrement intéressants. On va revenir sur tout ça. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que voilà, ces deux choses sont à lancer au même moment pour pouvoir aller voter les travaux à la fin de la partie conception. Et sur la partie financière, il y a une aide de l'Agence nationale de l'habitat qui est de 50% du montant de la prestation, mais il faut aller jusqu'au vote des travaux pour toucher cette aide. Donc c'est une aide qui est plus lointaine que l'aide de la métropole pour réaliser la partie technique. Voilà, donc toute cette partie conception, donc la partie maîtrise d'œuvre et la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, va permettre d'affiner le programme et d'arriver sur le vote des travaux. Un petit point sur les petites copros. Je ne sais pas si ça concerne certains d'entre vous, mais sachez que pour les petites copros qui sont motivées, il y a une possibilité de sauter la phase audit et d'aller directement à la phase conception, même si vous n'avez pas d'audit préalable. C'est plutôt pour les petites copros parce que pour les grosses copros, on considère que c'est trop compliqué à faire voter une conception directement. Il faut passer par un audit pour avoir des premiers scénarios, sensibiliser tout le monde. Il y a quelques conditions quand même à ça. Il faut évidemment avoir un immeuble qui est favorable à la rénovation globale. On va revenir là-dessus par la suite. Il faut que les copropriétaires soient assez sensibilisés pour pouvoir voter une conception. Il faut que le conseil syndical soit motivé. Et donc, nous, on vous conseille d'avoir recours à nous pour savoir si ces conditions sont réunies. Si vous êtes motivé, que vous voulez éventuellement aller vers la rénovation de votre copro, nous, on peut vous accompagner et vous permettre de comprendre si vous êtes dans une situation où vous pouvez tout de suite voter une phase conception. Et évidemment, il y a les avantages de sauter l'audit, c'est que ça va plus vite. Vous gagnez un an ou plus. Ça permet d'avoir une meilleure dynamique au niveau de la copro, ce qui est quand même important. Sur les projets qui durent longtemps, souvent, ça s'essouffle un peu. Et évidemment, on gagne un peu d'argent en faisant moins d'études. Et on gagne aussi en disponibilité des entreprises qui sont souvent pas disponibles pour faire l'audit. En ce moment, les audits sont très demandés. Voilà, c'était pour les petites copros. Ouais. Pierre, est-ce que tu peux juste préciser qu'est-ce que tu entends par petite copro? On a plusieurs questions. Oui, c'est vrai. Petite copro, globalement, c'est celles qui ont moins de 20 lots qui sont petites. Mais j'ai envie de dire petite copro, c'est aussi un peu dans la tête. C'est si vous connaissez à peu près, souvent c'est des copros qui vont être en syndic bénévole ou alors avec un conseil syndical qui comprend une bonne partie de la copro. En fait, c'est surtout une question de motivation. Et je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Une question de confiance aussi de l'ensemble des copropriétaires envers le conseil syndical. Voilà, si vous sentez que il n'y aura pas de difficulté à mobiliser la copropriété sur un projet global, effectivement, on peut considérer que vous pouvez prendre cette voie un peu plus rapide que la voie touristique, on va dire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette phase de conception? Oui, bonsoir, j'ai une question. En fait, ce que j'ai du mal à saisir, c'est que pour choisir un scénario, il faut savoir aussi toutes les aides qu'on a Ouais. en phase travaux aussi. Donc, c'est ça qui me gêne. Dans votre explication, c'est qu'en fait, il faut passer par toutes les étapes d'audit et conception, mais d'avoir déjà défini un scénario, alors que le scénario, enfin, je dirais le montant des travaux dépend aussi du scénario qu'on doit choisir dans la copropriété. En fait, c'est le DTG. Le DTG il propose des scénarios de travaux et il chiffre ces scénarios de travaux. C'est un chiffrage qui est approximatif parce qu'il n'est pas basé sur des devis d'entreprise, mais il y a quand même un chiffrage. Et avec ce chiffrage, il y a une partie financière, un volet financier qui permet de calculer environ quelles sont les aides pour chaque scénario de travaux. Donc, en fin de DTG, vous avez pour chaque scénario de travaux un chiffrage approximatif, des aides approximatives. Et vous n'allez pas voter les travaux là-dessus parce que c'est approximatif, mais ça permet de prendre la décision de savoir quel scénario choisir. Mais on parle bien des aides pour la copro et pas des aides en fait individuelles. Oui, on parle des aides pour la copro. Je vais revenir sur les aides vraiment en phase travaux. Hein. Je vais les détailler, okay. Mais c'est bien ces aides-là qui sont chiffrées dans le DTG. Ok, merci.
Pardon. Oui, On a une bonjour. question aussi par le chat. Donc, pour les petites copros, il faudra bien quand même un auditeur pour estimer le gain énergétique et bénéficier des aides. Alors justement, c'est là que nous, on peut intervenir pour les petites copros. Euh, on est capable d'estimer le gain énergétique, on peut éventuellement venir sur place pour faire avec vous une estimation de ce que vous pouvez avoir comme gain énergétique pour votre copro. Donc, ça vous permet d'avoir plus de confiance pour lancer l'étape conception. Voilà. Et dans l'étape conception, dans ce cas-là, il y aura de toute façon une première phase de diagnostic qui sera réalisée par le maître d'œuvre et qui va permettre d'affiner cette première évaluation qui sera faite par nous. Bonsoir, j'ai aussi une question à propos du maître d'œuvre, justement, ou de la personne qui reprend après l'audit. Je crois qu'on a affaire de temps en temps, pas forcément à des gens qui sont très qualifiés pour gérer à la fois des problèmes de chauffage, des problèmes d'isolation, et on a peut-être des vraies difficultés de ce côté-là à trouver les bons interlocuteurs qui acceptent de travailler essentiellement à partir d'un scénario qui est défini pendant l'audit. Comment est-ce qu'on arrive à articuler les choses et trouver la bonne personne qui aura des capacités à la fois dans le chauffage, à la fois dans la VMC et à la fois dans l'isolation? Si vous avez des difficultés à trouver des professionnels qui répondent à vos attentes, nous, on en connaît, hein, donc on peut vous orienter. En gros, il y a deux types de professionnels pour faire effectivement cette partie maîtrise d'œuvre. Soit vous avez un groupement d'entreprises, donc avec un bureau d'études pour la chaufferie, un architecte pour la partie rénovation, ravalement avec isolation, et un ingénieur financier assistant à maîtrise d'ouvrage pour la partie financière. Un groupement donc avec généralement ces trois entreprises. Ou soit il y a certaines entreprises qu'on appelle les ensembliers qui font tout d'un coup, qui ont tout en interne. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a certaines qui proposent ça. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais voilà, c'est les deux types d'acteurs sur le marché actuellement. Une question sur le chat. Qu'est-ce que le plan pluriannuel de travaux? Vaste question. Oui, vaste question. Alors, je me suis pas étendu là-dessus parce que c'est pas trop l'objet de cette conférence, mais le plan pluriannuel de travaux, c'est une obligation réglementaire des copropriétés. Donc, c'est une programmation des travaux sur 10 ans. Et ça inclut généralement la rénovation énergétique de la copro, au moins partielle. Mais c'est pas une logique de rénovation globale, parce qu'en rénovation globale, on parle de faire tous les travaux d'un coup, donc pas d'étaler les travaux. Donc, c'est quelque chose qui est un peu à part. Cela dit, quand vous réalisez un DTG, le projet de plan pluriannuel de travaux est rendu aussi avec le DTG. Ça fait partie des rendus. Et une autre question, alors je comprends pas très bien, mais peut-être la personne pourra compléter. Pour établir un DTG, il faut respecter deux contraintes, donc immeuble de plus de 15 ans et pourcentage de résidents non bailleurs. Pouvez-vous préciser ces deux points et en particulier ce pourcentage? Alors moi, Si non respecté, cela impacte-t-il les financements? Alors, il y a eu plusieurs choses mélangées. Là, c'est pas pour établir un DTG, c'est les conditions d'éligibilité à l'aide de la métropole du Grand Paris pour le DTG. Il y a effectivement, comme pour les MaPrimeRénov' copropriétés qu'on va voir par la suite, il y a une condition sur le nombre de logements qui sont en résidence principale. Mais attention, il ne s'agit pas des bailleurs. Il s'agit bien des logements qui sont en résidence principale. Donc, si vous avez des bailleurs, mais qui louent à des gens qui habitent à l'année, ça compte comme une résidence principale. Ce qui est exclu du nombre de lots en résidence principale, c'est les commerces et les Airbnb et les cabinets de docteurs, enfin tout ce qui n'est pas une résidence principale. Et donc, il y a bien effectivement un seuil à 75% de résidence principale pour bénéficier des aides, seuil qui a été ramené à 65% pour les petites copros de moins de 20 lots. Voilà. Juste pour terminer et venir préciser les choses, quand il y a des bureaux, par exemple, dans une copropriété, Ouais. est-ce que c'est éligible? Est-ce que ça peut rentrer dans les 5 000 €, si je puis dire?
Les bénéficiaires de la subvention? Il faut voir s'ils font plus ou moins de 75% des tantièmes. D'accord. C'est dans le règlement de la copro. Ouais, ok. Ok. On a épuisé les questions. Ok, alors j'avance. J'avance, donc là pour l'instant c'était la mise en bouche. Maintenant on va parler des choses sérieuses, les travaux et comment on les finance. Donc je vais y aller progressivement et puis de toute façon vous pourrez poser toutes les questions à la fin. Donc déjà on va commencer par les aides les plus simples à mobiliser, qui sont les aides pour tous les travaux de rénovation. Donc il y en a 2 principales. C'est d'une part la TVA à taux réduit pour les travaux de rénovation énergétique, donc qui est réduit à 5,5 %. Et d'autre part, ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, qui sont des primes que doivent verser les entreprises fournisseuses d'énergie, pas forcément votre fournisseur d'énergie, mais une entreprise fournisseuse d'énergie, pour chaque travail qui va donner des économies d'énergie. Donc, que ce soit l'isolation, le changement de chaudière, la ventilation, tout ça, ça donne droit à des primes de certificats d'économie d'énergie. Voilà, donc pour mobiliser ces primes, il faut quand même avoir recours à des entreprises avec le label RGE, et donc ça, vous pouvez les mobiliser pour tous les travaux, que ce soit chez vous, sur votre copro, que vous soyez ou même sur une résidence secondaire. Ces primes-là, elles sont mobilisables. Mais ce n'est pas les plus importantes en termes d'impact financier sur le projet. La prime qui va être vraiment importante et qui va décider de la viabilité du projet, c'est le dispositif MaPrimeRénov' copropriété. Alors, je vais juste, avant de le présenter, je vais juste m'attarder sur ces conditions. Il faut présenter un programme de travaux qui correspond à un gain énergétique validé par un audit. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait un audit préalable avant de commencer les travaux. Ça, c'est absolument obligatoire. Donc l'audit, qui peut être soit un DTG, soit un audit simple, soit il peut être compris dans une phase conception, mais ça peut pas être des travaux sans audit à partir de rien. Ensuite, il faut être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage pour déposer le dossier d'aide. Ça, c'est obligatoire. On retrouve du coup le 75% de résidence principale, sur lequel je vais pas revenir du coup. Il faut obligatoirement avoir recours à un maître d'œuvre pour les travaux de plus de 100 000 €. Il faut être immatriculé au registre des copros et il faut avoir un immeuble de plus de 15 ans. Le registre des copros, c'est votre syndic qui est responsable de ça. Et donc, à ces conditions, qui sont déjà les premières conditions, il y a MaPrimeRénov' copro. Donc, il y a 2 niveaux à MaPrimeRénov' copropriété. Un premier niveau à 35% de gains énergétiques et un deuxième niveau à 50%. Donc, ces gains énergétiques, ça correspond bien aux gains calculés en amont des travaux par un audit, et pas à des gains qui seraient mesurés après les travaux ou pendant les travaux. C'est uniquement un calcul théorique avant les travaux. Et donc, à cette condition-là, il y a soit 30, soit 45% des travaux qui sont financés dans la limite de 25 000 € de dépenses par logement. Donc, les 25 000 €, c'est pour le montant des travaux, et donc ce qui nous donne une limite d'aide par logement qui est soit de 7 500 €, soit de 11 250 € par logement. C'est une aide qui n'est pas conditionnée à des conditions de ressources, qui est pour l'ensemble de la copropriété, qui est calculée au nombre de logements, puis redistribuée en fonction des tantièmes. Donc voilà, ça c'est vraiment une aide qui est importante, parce qu'en gros, ça peut vous permettre de financer au moins 30% du montant des travaux, ce qui n'est pas rien. Il y a des bonus qui ont été mis en place. Si vous sortez du statut de passeur énergétique, c'est-à-dire que si vous êtes un immeuble qui est soit en F, soit en G, et que vous arrivez en D, vous avez plus 10% à la prise en charge. Et si vous êtes une copropriété fragile, c'est-à-dire qu'il y a 8% d'impayés à l'année N-2, vous avez plus 20% de prise en charge. Donc copropriété fragile, on se base sur les impayés. Voilà. Donc ça, c'est les bonus qui peuvent aussi être très intéressants. Donc ça, c'est le dispositif MaPrimeRénov' qui est pour tous les copropriétaires qui sont dans une copropriété qui fait des travaux de rénovation énergétique qui correspondent à un gain de au moins 35%. À côté de ce dispositif, il y a une aide individuelle supplémentaire pour les ménages modestes et très modestes,
Donc une prime de 3 000 € pour les modestes et une prime de 1 500 € pour les… Non, une prime de 3 000 € pour les très modestes, une prime de 1 500 € pour les modestes. Je vous ai mis ici les plafonds de ressources de l'ANA en fonction du nombre de personnes dans le ménage. Donc, mais ça, c'est bon, c'est un peu un titre indicatif, mais c'est pour les ménages. Enfin, ça sera le travail de l'AMO d'identifier ces ménages-là en phase conception, évidemment. Et c'est là où je vous dis qu'il y aura une enquête sociale pour bien savoir qui a droit à ces aides supplémentaires. Mais il faut quand même être dans un… Il faut que la copropriété ait obtenu ma prime rénov et donc ait fait 35% de gains énergétiques. C'est bien des aides supplémentaires en plus de ma prime rénov copropriété. Voilà. Alors, Pierre, une petite question. Si on a fait un PPPT plutôt qu'un DTG, a-t-on droit quand même aux aides? Alors, il faut il faut voir comment est fait votre PPPT, mais généralement, il n'y a pas de gain énergétique calculé, il n'y a pas de scénario de rénovation globale. Donc, les seules aides auxquelles vous aurez droit dans un cas comme ça sera les aides du début, qui sont celles-ci. Donc, la TVA à taux réduit et les certificats d'économie d'énergie, a priori. Hein. Je vous encourage à prendre rendez-vous pour poser les questions plus précises. Donc, je vais passer aussi relativement rapidement sur les aides locales qui peuvent aussi être mobilisées dans le cadre toujours dans le cadre de la rénovation globale. Il y a une aide supplémentaire pour les ménages très modestes, modestes, intermédiaires de la part du département des Hauts-de-Seine, 92. Donc voilà, il peut y avoir cette prime peut être mobilisée. Pareil, c'est le travail de l'AMO d'aller chercher cette aide auprès du département. Autre aide locale, c'est pour les habitants d'Issy-les-Moulineaux. Il y a une subvention au ravalement de façade qui marche aussi si le ravalement inclut une isolation thermique par l'extérieur. Et donc, il y a quand même une prise en charge de 10% du coût du ravalement pour les habitants d'Issy-les-Moulineaux. Il y a quand même une condition, c'est de faire appel dans l'appel d'offres du ravalement à une entreprise d'Issy-les-Moulineaux. Voilà. Mais bon, normalement, c'est pas trop compliqué. Et du coup, voilà, il y a cette aide de 10%. Donc ça, c'est pour les aides locales. Et j'enchaîne tout de suite, sans transition, avec l'autre dispositif principal qui va vous permettre de financer vos travaux, c'est les prêts collectifs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un prêt collectif? C'est un prêt qui est demandé à l'échelle de la copropriété, mais qui est néanmoins à adhésion individuelle, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de rentrer dedans. Et sans solidarité entre les copropriétaires parce qu'il y a une société de caution pour s'il y a des problèmes d'impayés. Donc, il y a deux types de prêts collectifs. Il y a un éco-prêt à taux zéro et un prêt collectif coprosan. Les deux ils permettent pas de financer les mêmes travaux parce que l'éco-prêt à taux zéro, c'est uniquement les travaux de rénovation énergétique. Le prêt coprosan, c'est tous les travaux sur les parties communes et il peut aussi financer l'avance des subventions. Donc ça c'est important. Ce qu'il faut retenir, c'est que le prêt à taux zéro, on peut mobiliser jusqu'à 50 000 € sur 15 à 20 ans par logement pour financer les restes à charge après aide pour les travaux de rénovation énergétique. Comme j'ai déjà dit, le prêt n'est pas solidaire. Et au niveau du prélèvement, c'est un prélèvement mensuel sur le compte personnel de chaque participant à l'emprunt. Ça a changé récemment. Avant, c'était plus compliqué que ça. C'était un prélèvement sur le compte du syndicat des copropriétaires, mais donc ça a été largement simplifié parce que ça n'a plus à passer par la copropriété pour régler les mensualités. S'il y a vente du bien, le prêt doit être réglé lors de la vente du bien, le reste du prêt. Ça, c'est pareil pour les deux prêts. Et le prêt coprosan, il a un taux qui est de plus en plus haut comme tous les prêts. Donc maintenant, je crois qu'on se rapproche des 5% et la durée, ça peut être entre 3 et 20 ans. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces prêts permettent à chacun de pouvoir emprunter. Et évidemment, le gros avantage, c'est que c'est la copropriété qui emprunte.
Et donc, il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition de revenu, il n'y a pas de condition d'endettement. D'ailleurs, c'est des prêts qui comptent même pas dans le surendettement individuel de chacun, parce que c'est des prêts collectifs, mais qui restent sans obligation et sans solidarité. Le montage des dossiers, c'est un gros sujet parce que c'est des gros dossiers à monter. Ça se fait avec le syndic. Il faut que l'assistant à maîtrise d'ouvrage, généralement, doit l'aider. Il faut s'assurer qu'il est en capacité de l'aider. Dernière chose, et après on repasse aux questions. Pour les coprêts à taux zéro, jusqu'à présent, les syndics bénévoles ne pouvaient pas demander des coprêts à taux zéro collectifs. Il fallait que chaque copropriétaire fasse des démarches pour avoir des écoprêts à taux zéro individuels, ce qui compliquait les projets. On a bon espoir qu'avec la simplification qu'il y a eu récemment, les syndics bénévoles puissent aussi emprunter, vu que les coprêts à taux zéro, c'est calqué sur le coprosan et que les syndics bénévoles peuvent emprunter le coprosan. Mais les banques n'ont pas encore changé leurs critères là-dessus. Donc pour l'instant, les syndics bénévoles ne peuvent pas bénéficier de l'écoprêt à taux zéro collectif. Voilà, on repasse aux questions. J'imagine que vous en avez. Alors, on a une question sur le chat. Est-ce que pour les prêts, en cas de décès, de perte d'emploi, etc., quelles sont les conséquences? Alors, de décès, ça s'est réglé c'est réglé à la vente. C'est comme on considère que c'est comme la vente. C'est soit réglé à l'héritage, soit réglé à la vente du bien. En cas de perte d'emploi, j'avoue que je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. J'avais une question aussi sur les prêts. Donc moi, je suis propriétaire en résidence principale en région parisienne, mais j'ai aussi hérité d'un appartement en région nantaise, dans lequel je me suis retrouvée dans ce cas-là, où ils ont fait un BBC 35% sur l'immeuble. Donc, moi, on m'a dit que j'avais le droit à aucun prêt parce que je suis bailleur. Et alors, du coup, je comprends pas trop parce que, a priori, les prêts, c'est pour tout le monde. Et de ce que j'ai compris de la première partie, ou enfin plutôt de la deuxième partie de cette conférence, c'est qu'a priori, moi, je me considère comme bailleur, mais comme je suis en train de faire des travaux d'amélioration à l'intérieur de Ouais, l'appartement, je suis pas considérée comme vrai bailleur parce que je n'ai pas de locataire ouais, avec une. Enfin, donc, c'est la résidence principale, c'est pour ça. c'est pour ça, c'est ça. Les prêts, D'accord. effectivement, oui, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais l'éco-prêt à taux zéro, c'est que pour soit les bailleurs qui louent en tant que résidence principale, soit les occupants en tant que résidence principale. D'ailleurs, s'il y a des lots de commerce ou de bureaux dans la copro, ils n'ont pas accès à l'éco-prêt à taux zéro. S'il y a des Airbnb, des résidences secondaires, ils n'ont pas accès à l'éco-prêt à taux zéro non plus. Voilà. Ouais, Donc d'accord. là, Parce vous, que dans ça, votre cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, oui, c'est mais un petit peu en fait, en ce qui me concerne, là, sur ces appartements, c'est un petit peu la double peine parce que du coup, je paye les travaux BBC 35. Donc, on a quand même l'aide collective, et en plus, je dois payer les travaux à l'intérieur de l'appartement. Alors, c'est vraiment la double peine en ce qui me concerne. Mais bon, après, nous, sur Nantes, c'est pareil. Il y a une aide, oui, il y a une aide de la France et il y a une aide de Nantes Métropole. Donc, c'est déjà ça, mais enfin, entre tous les travaux, ça commence, c'est un petit peu dommage que, en fait, d'ailleurs, mon cas n'ait pas été pris en compte parce que là, entre le BBC, entre les fenêtres et les travaux à l'intérieur, ça commence un petit peu à faire. ouais, je comprends Et bien. donc, mon appartement en région parisienne, où là, je suis propriétaire occupant, ils ont donc obligation de faire aussi cet audit. Donc, je vais être vraiment en double travaux et ça va vraiment faire beaucoup. Ah, oui, ça va faire beaucoup, c'est clair. J'ai une question. Ouais, Les aides, elles sont versées quand? À les quel aides, elles sont moment? versées à la fin des travaux. À la réception des À la travaux réception des travaux. et si et donc ça veut dire que c'est basé en fait sur des études théoriques Ouais, avant les et travaux. c'est pas recalculé après de Non, voir en c'est pas fait si on recalculé passe après. En fait, les le aides, le gain énergétique n'est pas recalculé après. non, les gains énergétiques n'est pas recalculé après. Le gain énergétique, il est calculé dans l'audit. Il correspond à un scénario. Et donc, dans le scénario, il y a des préconisations sur
sur chaque geste de travaux. Et on considère que si ces préconisations sont respectées, le gain énergétique est respecté. Donc, il y a des préconisations sur l'épaisseur de l'isolation, sur la performance de la chaudière. Et s'il y a inspection pour les aides, c'est le fait de respecter ces préconisations qui vous vaudra approbation pour les aides. Ok, et s'il y a défaillance, on va dire, s'il y a non-respect, en fait, c'est l'entreprise travaux, le maître d'œuvre qui en porte la responsabilité? S'il y a défaillance, c'est l'entreprise travaux et la maîtrise d'œuvre, effectivement. D'accord, ok. Et je reviens sur les aides sur le versement, vous avez un délai de savoir combien de temps c'est reversé après à la fin des réceptions travaux? C'est assez long, mais je n'ai j'ai pas de délai en tête là, mais c'est de l'ordre de plusieurs mois, je pense. Alors, ok, juste pour savoir, c'est 6 mois, 12 mois? Sandrine? Alors, ça peut être très variable, notamment en fonction de la situation des demandes individuelles. Il faut savoir que l'ANA, enfin le comptable de l'ANA aime bien régler la totalité des financements en même temps, donc les aides individuelles en même temps que les aides collectives. Et quand effectivement, comme vous disiez, il y a des décès ou des ventes pendant le projet de travaux, il faut bien veiller à ce que les informations soient transmises à l'AMO pour que lui-même puisse les transmettre à l'ANA de façon à ne pas freiner, ne pas freiner l'instruction et le paiement des aides individuelles, de façon à ce que les aides collectives suivent aussi. Mais effectivement, suite à la demande de versement, il peut y avoir, je dirais, 6 à 9 mois de délai. Le temps de trésorerie, en fait. De mon expérience personnelle sur mon appartement en région nantaise, justement, moi je trouve qu'il y a des petits loupés sur le process parce qu'en fait, ce qu'on nous dit, c'est que tant que tout le monde n'a pas payé, donc en fait, on est censé avancer vraiment 100% des travaux. Tant que tout le monde n'a pas payé dans la copropriété, on n'a pas les aides. Alors du coup, pour les gens qui sont un petit peu ric-rac financièrement, je trouve que c'est un petit peu bizarre comme concept. Hein. C'est pour ça qu'il y a possibilité de faire un prêt coprocent, du coup, pour avancer les subventions. Oui, alors ça c'est pareil, comme les prêts à taux zéro, en fait ce que me dit la banque, c'est qu'il faut faire très attention, c'est qu'il faut demander le prêt à taux zéro avant de signer quoi que ce soit, de commencer à payer même. Parce que j'avais commencé à payer et on m'a dit ah non, c'est trop tard. Ouais. Le prêt à taux zéro, c'est avant, mais ça c'est le montage de dossier avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Mais oui, c'est en amont. Tout ça, c'est des pièges auxquels on n'est pas spécialement préparé. Et bon, voilà. Après, c'est aussi effectivement le travail de l'AMO financier de vous accompagner dans toutes ces démarches. Pierre, est-ce qu'il y a plusieurs organismes auprès de qui on peut souscrire un prêt à taux zéro, un éco-prêt à taux zéro? Alors, actuellement, il y a la Caisse d'épargne Île-de-France qui propose un éco-prêt à taux zéro. Il y a la BNP Paribas via sa filiale Domo Finance qui propose un éco-prêt à taux zéro collectif aussi. C'est les 2 seuls organismes en Île-de-France qui proposent des éco-prêts à taux zéro collectifs aux copropriétés. Il va y avoir d'autres banques qui devraient se mettre dessus dans le courant de l'année, mais actuellement, il n'y a que ces 2-là. Alors, une autre question. Les travaux doivent être votés en AG, donc s'ils sont votés, tout le monde doit financer. Que se passe-t-il si quelqu'un ne veut pas? Alors, je répondrai qu'effectivement, lorsque la décision est prise en AG, elle devient contraignante et tous les copropriétaires sont tenus effectivement de contribuer au financement du projet. Après, effectivement, le but n'est pas de mettre en difficulté les copropriétaires les plus vulnérables. Il y a des aides existantes aussi pour ces personnes-là et il est vraiment indispensable de
s'appuyer sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour aller mobiliser ces aides qui vont leur permettre justement de financer le reste à charge. Après, effectivement, votre seconde question, ces délais engendrent un besoin de trésorerie. Oui, effectivement, mais qui est couvert a priori par les prêts, donc éco-prêts collectifs et les prêts collectifs qui vont faire justement l'avance auprès des entreprises dans l'attente d'être, de toucher les aides financières. Il faut savoir si vous souscrivez un éco-prêt à taux zéro collectif, vous n'avez à avancer que le montant des subventions. Que entre guillemets, hein, mais l'éco-prêt à taux zéro collectif, il rentre en activité dès le premier appel de fonds pour les entreprises de travaux. Donc il est quand même assez avantageux pour ça. Alors, une chose dont on n'a pas parlé aussi dans les plans de financement, mais qui peut être intéressant, c'est le fonds de travaux. Donc, fonds de travaux qui est obligatoire depuis quelques années. C'est vrai que la plupart du temps, les copropriétés se limitent aux 5% réglementaires du budget prévisionnel de l'année en cours. N'hésitez pas, si vous avez un projet en prévision, à augmenter le taux de contribution au fonds de travaux. Je pense que ça peut aider aussi à réduire justement et à augmenter la trésorerie de la copropriété et à ne pas négliger non plus éventuellement, ce sont des projets annexes qui peuvent contribuer au financement du projet de rénovation. C'est par exemple une surélévation qui va permettre de dégager des revenus et qui va permettre de financer le projet de rénovation. Ça peut être aussi, par exemple, la vente d'espace dû à un remplacement d'une chaudière fuel, par exemple, par une pompe à chaleur qui va dégager un espace qui était auparavant dédié à la cuve à fuel et qui va permettre de créer je sais pas, 2 ou 3 places de stationnement que vous allez pouvoir revendre. Voilà, il y a des sources de financement, on va dire, annexes qui peuvent être éventuellement envisagées. Et tout ça, encore une fois, c'est le travail du maître d'œuvre et de l'AMO d'envisager ces sources de financement avec, bien sûr, le conseil syndical. Il y a cependant un gros problème avec ces fonds de travaux, c'est que si vous partez et que vous vendez, vous perdez l'ensemble du fonds. C'est la copropriété qui récupère ce fonds. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de voter plus. Alors, dans l'absolu, je suis d'accord. Effectivement, le fonds de travaux est lié au lot. Mais rien ne vous empêche de le valoriser au moment de la vente de votre logement. Voilà. Donc, oui, s'ils sont d'accord, oui, bien sûr. Oui, s'ils sont d'accord, mais après, voilà, c'est une négociation aussi à avoir au moment de la vente. Oui, tout à fait. J'ai une petite question aussi pour bénéficier du taux de TVA à 5,5%. Est-ce qu'il faut obligatoirement choisir une entreprise RGE? Non, la TVA à 5,5%, c'est pour tous les travaux de rénovation énergétique. D'accord. Très bien. OK. Pardon, j'ai encore une question. On nous a conseillé de faire valider très tôt les autorisations des bâtiments de France. Est-ce valable partout? Oui. Très bonne question. Oui, c'est valable, effectivement, et il faut les faire valider aussitôt que possible. Il faut quand même mieux être accompagné d'un architecte pour faire valider. Enfin, de toute façon, c'est pour déposer la déclaration préalable, il faut qu'il y ait un architecte. Il faut quand même mieux être accompagné d'un architecte assez tôt pour lever les réticences éventuelles des architectes des bâtiments de France.
Alors, pour préciser, on a sur GPSO 84% du territoire qui est concerné par une zone de protection. Donc en particulier effectivement des bâtiments de France, mais ça peut être d'autres protections, donc par exemple sites remarquables, etc., dépendant du code de l'environnement. Donc oui, effectivement, il vaut mieux recourir à un architecte pour pouvoir prendre en compte ces problématiques patrimoniales dès le début de la réflexion sur le projet de rénovation, effectivement. Y a-t-il des limitations au déploiement de panneaux solaires, par exemple? Ah, pour les ABF? Oui. Il y en a un petit peu, mais il y en a moins qu'avant. Il y a eu une circulaire qui est passée pour faciliter les projets de panneaux solaires. Normalement, en copropriété, si vous avez un toit terrasse, c'est pas l'architecte des bâtiments de France qui va être le principal frein, hein, ça va plus il va y avoir d'autres freins spécifiques. Mais je j'ai jamais entendu de projet qui aurait été refusé à cause de ça, parce qu'on les voit quand même pas beaucoup normalement. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions sur ces points-là? Le vote des travaux, des audits, enfin de toute la chaîne, Ah, là, c'est un vote à combien? À 20, c'est un article combien? alors La majorité, en fait, la question. le vote des audits et de l'audit et de la mission de conception, c'est la majorité simple. Ouais. Mais le vote des travaux importants, par contre, c'est la majorité absolue Ah oui. avec passerelle de l'article 25.1. C'est une Mm. bonne question. C'est-à-dire que donc la majorité absolue, c'est la majorité de tout le monde, pas seulement des présents, mais avec la passerelle de l'article 25.1, si vous avez un tiers des présents qui sont d'accord au premier vote, vous pouvez faire un deuxième vote qui, lui, est à la majorité simple. Je la refais? Non, c'est bon. Alors, Mais depuis nouvelle loi Allure, là, c'est pas devenu obligatoire les audits, les travaux, enfin. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, les obligations réglementaires pour les copropriétés, c'est uniquement le DPE collectif et le projet de plan pluriannuel de travaux. Oui, d'accord. Le reste, c'est pas obligatoire. Le DTG, c'est pas obligatoire. Les travaux de rénovation énergétique, c'est pas obligatoire non plus. Il y a des interdictions de location, mais c'est un autre sujet. Ah oui, d'accord. Ok. Merci. Une autre question, que se passe-t-il si on a une façade classée et donc les objectifs de gain énergétique de 35% impossibles à réaliser? Ou est-ce que ces seuils sont variables en fonction de la situation? Malheureusement, le seuil des 35%, il n'est pas du tout variable, il est complètement fixe. Si vous avez une façade classée et que vous ne pouvez pas réaliser les 35%, c'est quelque chose qui arrive quand même relativement fréquemment sur les copropriétés en zone urbaine. Dans ce cas, il faut abandonner le projet de rénovation globale et passer sur un projet de programmation pluriannuelle de travaux en faisant les travaux régulièrement sur 10 ans, mais donc avec un taux d'aide qui est bien moindre. Voilà. Il est 19h35. Je pense qu'on peut avancer et puis de toute façon, on refera un temps de questions à la fin si d'autres questions vous viennent. Oui. OK. Alors, j'ai prévu une petite partie assez rapide, mais justement sur toutes ces questions sur comment on reconnaît le potentiel de rénovation globale d'une copropriété. Donc qu'est-ce qu'on a comme élément à ce propos-là? Je vais commencer de manière un peu contre-intuitive, pas par les éléments techniques, mais par les éléments plutôt relationnels, on va dire. Parce que une rénovation globale, c'est quand même surtout une aventure humaine et c'est surtout une aventure pour le conseil syndical qui doit être quand même assez impliqué tout le long du projet. C'est des projets qui sont longs. Donc il faut voilà, c'est mieux d'être bien motivé, d'avoir confiance en son syndic aussi, pour mener à bien tout ça parce que le syndic ça va être un acteur important dans tout le long du projet.
Il faut aussi que la copropriété ait confiance dans le conseil syndical, parce que le conseil syndical est amené à prendre des décisions tout le long du projet. Si chaque décision doit être contestée ensuite en assemblée générale, c'est impossible que le projet aboutisse. Au niveau technique, du coup, quelles sont les copropriétés qui sont entre guillemets des bonnes clientes pour les projets de rénovation globale? Déjà, il faut une copro qui est pas ou peu isolée. Donc l'isolation thermique, elle commence à apparaître sur les immeubles après 1974, même si donc 1974, c'est la première réglementation thermique avec le choc pétrolier. Même si elle est encore faible jusqu'aux copros qui sont en gros avant 2000. Après 2005, on ne peut plus parler de rénovation globale. C'est parce que c'est des copropriétés qui sont déjà plutôt assez bien isolées. Qui peuvent avoir d'autres pathologies, mais en principe, l'isolation ne pose pas de problème. Il faut que les contraintes d'urbanisme soient modérées. Idéalement, au moins qu'on puisse isoler certaines façades, pas forcément toutes les façades, mais qu'il y ait des possibilités de ce côté-là, parce que sinon, comme on l'a dit à l'instant, ça peut être bloquant pour les projets. Le chauffage collectif, c'est aussi un élément important. Évidemment, plus il est ancien, mieux c'est, j'ai envie de dire, parce qu'on peut remplacer la chaudière et du coup, le remplacement de la chaudière, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc c'est quelque chose qui mobilise les copropriétaires et en plus, c'est quelque chose qui permet de gagner beaucoup de gains énergétiques. C'est pareil d'ailleurs pour le ravalement. Si le ravalement est à faire, il faut vraiment pas hésiter à en profiter pour essayer d'intégrer un projet de rénovation énergétique, au ravalement. C'est la même chose, les gens sont déjà mobilisés, ça permet de bénéficier d'aide, etc. Évidemment, les pathologies, que ce soit des pathologies au niveau humidité, froid, courant d'air ou des pathologies structurelles, mais structurelles relativement légères, sinon on passe à d'autres ampleurs de projets. Ça peut aussi aider à lancer le projet de rénovation énergétique et éventuellement le potentiel d'énergie renouvelable qui peut être un atout que généralement, si c'est possible de mettre des panneaux solaires en toiture, ça peut être intégré aussi au projet. Bien entendu, aucune copropriété ne respecte l'intégralité des critères que j'ai listés. C'est juste des critères facilitants qui peuvent faciliter beaucoup, plus ou moins. Chaque projet est unique, donc on n'a pas deux bâtiments pareils. Contactez-nous. Nous, on fait des premiers rendez-vous tout le temps. Vous pourrez comme ça commencer à comprendre à quel point votre projet peut être global et être accompagné par la suite. En parlant du coup de notre accompagnement, qui est juste pour vous dire qu'est-ce qu'on propose et à quel moment vous pouvez avoir affaire à nous. Donc je reprends ma petite frise du début avec les 3 grandes étapes. Nous, on intervient évidemment avant toute prestation par la sensibilisation, en faisant des premiers rendez-vous avec vous, en comparant ensuite les devis pour lancer un audit ou une conception, si vous lancez directement une conception. Et ensuite, on aide évidemment au montage des dossiers d'aide pour mobiliser les aides de la métropole qui vont vous permettre de lancer ces projets. En phase d'audit, on accompagne le DTG en tant que tiers de confiance. Donc, je ne vais pas détailler forcément notre accompagnement, mais on participe à certaines des réunions du DTG pour s'assurer que tout se passe bien. On compare ensuite les devis pour la phase suivante pour vous permettre de lancer, de lancer la suite. Et en phase de conception, rebelote, on est tiers de confiance. Une fois que l'AMO est missionné et qu'il commence à travailler, si tout se passe bien, on passe le relais à l'AMO parce que c'est lui qui reprend toute la partie financière, mobilisation des copropriétaires. C'est de son ressort. Donc, si tout se passe bien, on reste en suivi lointain du projet. Mais on est toujours là, néanmoins. Et ensuite, on reprend les projets qui sont arrivés en phase de rendu. On communique et on valorise ces projets pour pouvoir enclencher d'autres vocations de rénovation globale. Voilà, donc Alors, ouais.
Alors juste pour précision et pour rappel, cet accompagnement, c'est un accompagnement qui dépend donc du service public de la rénovation de l'habitat et qui est entièrement neutre, Oui, indépendant et gratuit. voilà. Il faut toujours le rappeler, effectivement. C'est intéressant. Donc, voilà, j'ai une dernière slide sur les ressources que vous pouvez aller chercher si vous voulez vous renseigner sur ces projets. Il y a d'abord la plateforme Coach CoPro, où il y a beaucoup de documents, à la fois des documents pédagogiques sur comment voter, comment mettre au vote, comment mobiliser comment mobiliser les copropriétaires. Il y a aussi des documents de référence un peu plus techniques, donc les cahiers des charges pour toutes les prestations d'études, donc le référentiel DTG, le référentiel maîtrise d'œuvre, un cahier des charges pour encadrer l'assistant à maîtrise d'ouvrage également. Vous trouverez aussi un annuaire des professionnels dont on a parlé et des fiches de projet dont on a parlé aussi au début de la conférence. Voilà. Pour ceux qui veulent vraiment creuser le sujet, il y a le MOOC. Donc un MOOC, c'est un enseignement en ligne qui est disponible gratuitement sur la plateforme Bâtiment Durable. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a aussi notre site sur lequel vous pourrez trouver des ressources et prendre rendez-vous avec nous. Voilà. Juste pour précision, donc les documents de référence dont on parlait, donc les cahiers des charges, les référentiels, ce sont bien sûr des documents de référence que vous pouvez compléter en y intégrant la description du contexte de la copropriété et aussi la description des attentes et des spécificités de la copropriété. Donc ce ne sont pas des outils à utiliser clé en main, je dirais. Il nécessite quand même d'être approprié et de pouvoir les compléter pour pouvoir les consulter les entreprises par la suite. Alors, on a quelques questions. Peut-on vous demander conseil si on est déjà en phase de conception? Oui. Aucun problème. Bien au contraire. Voilà, bien au contraire. Alors, autre question, le choix de faire un DTG ou un DPE est à faire après concertation du conseil syndical ou en AG? C'est ça la question? Ouais. Il y a plusieurs choses. Soit vous vous concertez au conseil syndical pour savoir ce que vous mettez au vote, soit vous mettez les deux au vote et vous laissez la copropriété choisir. Il n'y a pas de réponse unique là-dessus. Je dirais, encore une fois, ça dépend un peu du crédit qu'accorde l'Assemblée générale, enfin le syndicat des copropriétaires au conseil syndical. S'il y a un suivi régulier des consommations, s'il y a un consensus sur la nécessité de réfléchir à un projet de rénovation, je pense vous pouvez expliquer en assemblée générale directement l'intérêt de faire un DTG ou de faire directement une maîtrise d'œuvre si vous êtes plutôt une petite copropriété pour aller plus vite et pouvoir avoir un vrai document qui vous appuie sur l'aide à la décision en phase conception. Après, vous pouvez aussi faire le choix d'être plus prudent, de proposer les deux, d'expliquer. Dans tous les cas, c'est pas en AG qu'il faut expliquer ce que c'est que le DTG, ce que c'est que le DPE, si vous donnez le choix entre les deux, il faut absolument informer, communiquer en amont de l'Assemblée générale pour qu'elle reste vraiment un temps de décision et donc bien expliquer ce que vous allez proposer en Assemblée générale au préalable pour que les questions aient été répondues et que le choix puisse se faire en toute connaissance de cause. Voilà. Alors oui, il y aura un accès au replay et au support de présentation. Dans le cadre d'un PPPT, si on fait appel à un architecte, a-t-on droit à l'aide de 10 000 €?
Alors non. L'aide, alors déjà c'est une aide de 5 000 € et c'est uniquement pour le DTG. Le PPPT, c'est une obligation réglementaire, encore une fois. Donc il n'y a pas d'aide financière pour répondre à une obligation réglementaire. L'aide financière, elle vient si vous allez au-delà de l'obligation réglementaire et que vous vous questionnez sur un projet de rénovation globale. Et bien sûr, il faut étayer cette demande. Il y a quand même quelques critères qu'on va vérifier pour octroyer la demande d'aide financière pour un DTG. Donc, pour un PPPT, non, il n'y a pas d'aide financière. Non. Excusez-moi, je suis un tout petit peu perdu là. Le DTG n'est pas obligatoire. Je ne sais pas si vous m'entendez. En fait, j'ai bien compris que dans le cadre d'un DTG, que si on fait appel à un architecte, on a droit à une aide pour l'architecte de 10 000 €. Mais dans le cas d'un PTT, si je fais appel aussi à un architecte, est-ce que j'ai droit à ces 10 000 € pour l'architecte en aide? Non, l'aide de 10 000 € pour un architecte, c'est pour la phase de conception, c'est pour la maîtrise d'œuvre, c'est pas pour un PPPT, c'est la phase suivante. Il y a une aide pour le DTG qui est de 5 000 €, mais qui est uniquement pour le DTG. Oui, d'accord, mais pour réaliser le DTG, j'ai bien compris que dans le cadre d'un PTT, il n'y a pas de subvention. Mais si dans la phase de conception d'un PTT, si je fais appel à un architecte, est-ce que j'ai droit à ces 10 000 € de subvention pour l'architecte? Oui. Il y a, si vous faites mais c'est on parle bien d'une maîtrise d'œuvre de conception. Oui, exactement, oui. Et oui, il y a la subvention pour l'architecte à ce moment-là. Ah oui, même dans le cadre d'un PTT, d'accord, ok. Attendez, mais la condition, c'est 35% de gain énergétique, là. Ouais, il faut se diriger vers un projet de rénovation globale. Il faut étudier, c'est pas dans le cadre d'un PPT du coup, c'est pour étudier un projet de rénovation globale. Ce que ne fait pas un PPT. C'est après le PPT. C'est ça. Oui, c'est après le PTT. Si après le PTT, il y a un projet de rénovation globale, à ce moment-là, on a accès à 10 000 € pour l'architecte. On est bien d'accord. Voilà, c'est ça. C'est clair. Après le PPT, en cas de projet de rénovation globale, il y a 10 000 € pour la maîtrise d'œuvre, donc l'architecte si besoin. Même si j'atteins pas les 35% de gains énergétiques? Il faut étudier l'atteinte des 35% de gains énergétiques, obligatoirement. Okay. Alors, oui, pour précision, ce ne sont pas des aides de droit public, ce sont des aides qui sont soumises au dépôt d'une demande de subvention qui va être étudiée en fonction de l'objectif du projet et qui vont donner lieu à une instruction. Et je me rends compte, Sandrine, qu'on n'a pas présenté Ami. Mais Ami, tu peux peut-être juste mettre ta caméra et allumer ton micro pour qu'on te voit, parce que peut-être que tu seras amené à accompagner certains de ces copropriétaires, si tu es encore parmi nous. Oui. Voilà. Est-ce que tous les Parisiens peuvent faire appel à vous pour, Non. Alors, vous êtes décidé pour quelle région? Alors nous sommes l'espace France Rénov du territoire de Grand Paris Seine-Ouest. Donc sur le territoire de Grand Paris Seine-Ouest, ça couvre les communes de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Meudon, Chaville, Ville d'Avray, Marne-la-Coquette. Je crois que j'ai rien oublié. Par contre, la ville de Paris est couverte par une autre ALEC, une autre agence locale de l'énergie et du climat, qui est l'agence parisienne du climat, l'APC. Après, si vous allez sur le Coach CoPro, vous pouvez rentrer en fait votre code postal et vous serez automatiquement dirigé vers la structure qui correspond. D'accord, merci. Vous m'entendez? Oui. Et j'ai oublié Sèvres. Vous avez raison.
Ce que vous expliquiez tout à l'heure avec le PPT, etc., j'ai l'impression que moi, l'ordonnancement ne me paraît pas tel que j'imaginais. Je m'explique. Dans mon cas, je ferais bien un DTG d'abord pour savoir quel est le problème, puis un AMO de conception pour savoir quel est exactement le financement à faire. Et suite à cette étude, la conclusion, c'est est-ce qu'on fait les travaux une seule fois, et c'est une organisation globale, on étale les travaux, auquel cas c'est un plan pluriannuel de travaux qui est en mise en œuvre, mais c'est plutôt dans cet ordre-là qui me paraît plus logique. De définir avant de savoir qu'on doit le faire en plusieurs années. En fait, votre logique, elle est bonne, mais la décision d'étaler les travaux ou de faire un plan de rénovation globale, elle se prend à la fin du DTG. Elle se prend pas à la fin de la. En fait, si vous missionnez une maîtrise d'œuvre de conception, c'est forcément pour travailler sur un projet global. C'est pas pour travailler sur des travaux étalés dans le temps. Mais le DTG intègre bien une mission une partie, on va dire, une prestation financière, donc qui va permettre d'évaluer l'investissement nécessaire aux différents scénarios et les aides mobilisables, même si ça reste quand même estimatif, hein, puisque on est encore loin de la réalisation des travaux, et donc voilà, ça peut être assez évolutif. Mais en tout cas, il y a quand même cette réflexion sur les aides financières et le coût des travaux en phase DTG qui permet de se positionner. En fait, encore une question. En fait, pendant la phase de conception, donc on a déjà une maîtrise d'œuvre, et c'est à ce moment-là qu'on demande en même temps l'AMO. Qui c'est qui fait la demande de l'AMO? C'est la copropriété? Ouais, c'est la copropriété qui doit missionner un assistant à maîtrise d'ouvrage, effectivement, en même temps qu'elle missionne un maître d'œuvre. C'est le rôle du syndic, effectivement, de faire ces démarches. Malheureusement, beaucoup de syndics ne sont pas au courant de toutes ces étapes-là, je me rends compte. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. C'est vraiment très difficile. Donc, à partir de l'AMO, normalement, tout devrait aller par étape correctement. Parce qu'à ce moment-là, on aura aussi un volet financier qui sera visible. Exactement. Pour ma part, j'ai une dernière question. Déjà, M. Copal, je voulais vous remercier parce que j'ai trouvé l'explication très. Enfin, j'ai eu beaucoup de présentations et ça devient plus clair pour moi et ça fait 1 an et demi que je travaille le sujet. Donc, merci. Merci. Mais non, il faut le souligner. Je pense que c'est important. Je pense que on sent que vous connaissez bien le sujet. Moi, j'ai une dernière question. Les évolutions à venir sur les aides, parce que ça bouge en fait tous les trimestres, peut-être tous les semestres. Quel est votre avis? Alors, les aides, elles sont actuellement, ma prime rénov', c'est un dispositif qui court. Merci. C'est un dispositif qui court pour toute l'année. Donc jusqu'à fin 2024. Il n'y a pas de, même si malgré les annonces qu'on a eues récemment, il y a pas du tout de changement dans les aides à venir, et encore moins en copropriété. Généralement, les annonces que vous entendez, ce sont des annonces pour la maison individuelle où il y a un petit peu plus de revirement. Au niveau de ma prime rénov' copropriété, le budget a été en augmentation. Enfin, c'est un dispositif qui a été lancé en 2021, si je ne dis pas de bêtises, qui a été augmenté une première fois en 2023 et de manière importante, et une deuxième fois de manière très importante aussi début 2024. Donc, je dirais que la direction générale est quand même plutôt positive pour les prochaines années. Après, tout ça est évidemment subordonné à des lois des finances qui repassent tous les ans. Donc, là, je pourrais pas me. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends tout à fait. Et
pour aller dans le bon sens, les dernières évolutions qui ont eu lieu sur MaPrimeRénov' allaient plutôt dans le bon sens, justement, puisque il s'agissait d'une augmentation du plafond de travaux et donc des aides mobilisables. Ça, c'était 2023, mais même Oui, c'était 2024. 2023, ouais. 2024, ça a encore été augmenté. C'est passé de 25 à 30 et il y a eu le seuil Oui. à 50%. Enfin, c'est quand même plutôt dans le bon sens. Tout est plutôt favorable. Ouais. Moi, j'avais une question. Quel délai pour avoir un rendez-vous avec vous? Alors, c'est une bonne question. Actuellement, on a un petit peu de délai. On a un délai d'environ un petit mois, 3 semaines, un mois, D'accord. pour le premier rendez-vous. On travaille à réduire ce délai en embauchant et en faisant monter en compétences de nouveaux conseillers et de nouvelles conseillères. D'accord. Bon, ben, je vais vous contacter très rapidement. Alors. Et ben, avec grand plaisir. Merci. À bientôt. Merci. Merci à vous. Une autre question. Si on n'arrive pas à un gain énergétique de 35%, en fait, les seules aides qu'on a, c'est que les CEE. Exactement, ouais. C'est les C2E et la TVA à 5,5%. Et on peut quand même demander des prêts à taux zéro? Ouais, il y a une possibilité de prêt à taux zéro, mais c'est pas, alors le plafond il est moindre que 50 000 €, c'est 15 000 €. Il faut savoir que généralement la complexité du montage de prêt à taux zéro fait qu'on fait ça que pour les rénovations importantes où il y a vraiment des grosses quotes-parts de travaux. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'en fait, on a eu une discussion avec notre syndic. On lui a parlé de la rénovation énergétique et elle a commencé à nous dire de toute façon, votre immeuble n'atteindra jamais les 35%. Et donc, je pose la question, pourquoi? Est-ce que c'est vrai que si on n'a pas un chauffage collectif, on a peu de chances d'atteindre les 35% de gains? Non, il y a des copropriétés sans chauffage collectif qui atteignent les 35% de gains. C'est ce que j'ai dit précédemment sur la possibilité ou non d'isoler plusieurs façades qui est vraiment très importante. Chaque cas est vraiment particulier, donc je ne vais pas faire trop de généralités. Contactez-nous ou contactez votre espace Conseil France Rénov pour vraiment travailler sur votre cas. Je vois qu'il y a des questions dans le chat sur comment nous contacter. Donc, Sandrine a renvoyé le lien du formulaire Seine-Ouest Rénov'. Vous faites soit comme ça, soit vous vous inscrivez à la copropriété sur le coach copro. Les deux marchent et arrivent vers nous de la même manière. Et je vois qu'il est 19h59. Donc, si ça vous va, nous allons nous en tenir là. Alors, je me rends compte juste que j'ai fait une erreur dans le lien que je viens de vous envoyer. Donc, je le modifie tout de suite. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et Merci peut-être à beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. C'était très clair. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir Merci. répondu présent. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne Au soirée. revoir.